Chers amis, merci d'être venus nombreux pour cette nouvelle édition des Matins HEC en partenariat avec nos amis de Ben & Compagnie, Publicis Média, Challenge, où nous avons le plaisir d'accueillir ce matin le président du directoire de la SNCF, Guillaume Pepy, dont un ancien ministre des Transports, Dominique Bussereau, disait que c'était le poste d'entreprise publique sans doute le plus compliqué de France. Dans le cercle des grands serviteurs de l'État auxquels vous appartenez, cher Guillaume, vous apparaissez souvent comme une personnalité attachante, engagée, un esprit indépendant, voire anticonformiste. Votre parcours est pourtant des plus classiques, né à Neuilly-sur-Seine, études à l'école alsacienne, Sciences Po, puis l'ENA. Certes, vos parents ne travaillent pas dans la fonction publique, mais l'un de vos oncles était, je crois, au Conseil d'État, une institution que vous rejoignez à 26 ans à votre sortie de l'ENA. Vous rejoindrez plusieurs cabinets ministériels de gauche en dirigeant les cabinets de Michel Charasse, Michel Durafour et celui de Martine Aubry, ministre du Travail entre 1991 et 1993. Mais l'essentiel de votre carrière, c'est à la SNCF que vous la faites, où vous vous êtes fait embaucher, je crois, 3 fois, plus de 25 ans dans cette entreprise que vous aimez passionnément. Vous avez occupé les postes les plus variés jusqu'à ce que Nicolas Sarkozy vous confie la présidence du groupe en 2008, une présidence à laquelle vous avez été renouvelé l'année dernière pour 5 ans jusqu'en 2020. 2020, la fin du monopole, l'ouverture à la concurrence. Toutes ces années, vous avez consacré votre énergie débordante à moderniser la SNCF, à la préparer à l'avenir. C'est à vous qu'on doit la mise en place du yield management, dispositif issu du transport aérien qui permet d'ajuster les tarifs pour maximiser le taux d'occupation. C'est vous qui avez lancé la filiale voyagesncf.com, qui est aujourd'hui le premier site de tourisme en France, devant Airbnb et Booking.com. Impatient face au monde qui évolue avec Google, Amazon, un monde dans lequel vous voulez inscrire la SNCF, vous avez aussi pris à bras-le-corps la révolution numérique dans sa dimension industrielle, travail sur la maintenance prédictive, et pour le service aux clients. Mais surtout, vous avez fait évoluer la SNCF pour en faire un leader mondial de la mobilité. Outre le train, vous êtes désormais installé dans le transport par autocar, le covoiturage, la location de voitures entre particuliers, le transport urbain, la logistique internationale et même le vélo en libre service. Tout le monde pense au train. Il y a 15 000 trains chaque jour qui circulent en France, 800 TGV, 5 millions de voyageurs. Mais ça ne représente que 55% de votre activité. Vous faites voyager chaque jour en France et dans le monde 13,5 millions de voyageurs et vous exportez vos services puisqu'aujourd'hui, 1/3 du chiffre d'affaires de la SNCF se fait à l'international. C'est un groupe industriel mondial couvrant tous les métiers du transport et vous cherchez sans relâche à tester des idées nouvelles. Vous gérez de nombreux projets innovants. Vous avez lancé la gamme low cost, oui. Ouigo, plus de 6 millions de voyages à partir de 10 € vendus cette année. Vous travaillez aussi sur le train autonome, auquel vous devriez parvenir à l'horizon 2022-2024. Vous avez même investi dans le projet Hyperloop, mode de transport futuriste, imaginé par Elon Musk, fondé sur la propulsion de capsules sur coussin d'air dans d'immenses tubes permettant d'atteindre la vitesse de 1100 km/h. Vous, que vos collaborateurs ont surnommé Pépy le Bref, pour la vitesse avec laquelle vous enchaînez les réunions, vous avez accéléré la modernisation de la SNCF au point que 1/3 des 260 000 collaborateurs du groupe trouveraient que ça va trop vite. Votre énergie, votre charisme, votre profond attachement à cette maison vous permettront-ils de relever jusqu'au bout les défis qui vous attendent? C'est vrai qu'ils sont nombreux. L'ouverture à la concurrence, on en a parlé. Le modèle économique du TGV et celui du TER qui ont besoin d'être renouvelés. La rénovation du réseau. Tout cela avec des marges de manœuvre contraintes, un endettement important et un actionnaire pas toujours simple à gérer avec une vision parfois court terme. Un membre du COMEX a dit de vous, c'est un job de chien. D'un côté, Guillaume va chercher à la petite cuillère des efforts de productivité pour rendre l'entreprise la plus compétitive et de l'autre, l'État lui rajoute des coûts à la louche et lui pourrit le volet social, comme on l'a vu ce printemps où le gouvernement vous a lâché et vous a obligé à signer un texte réécrit pendant le week-end par les équipes du secrétariat au transport, un texte préservant l'ensemble des acquis sociaux des cheminots alors que vous négociez depuis des semaines un nouveau cadre social avec les syndicats. Tout ça pour sauver la loi El Khomri et l'Euro 2016, mettant à la poubelle 2 ans et demi d'efforts pour que la SNCF soit prête à affronter la concurrence. Dominique Bussereau avait raison, c'est sans doute le poste de président d'entreprise publique le plus compliqué de France. Il ajoutait, il s'en tire grâce à son talent, son réseau exceptionnel. J'ajouterai aussi grâce à la passion qui vous anime pour cette entreprise. Vous avez toujours votre pins ce matin comme chaque jour.
et votre inlassable énergie à faire rentrer la SNCF de plein pied dans le XXIe siècle, une entreprise à laquelle les Français sont très attachés, aussi attachés qu'ils sont exigeants vis-à-vis d'elle-même. Je finirai par une anecdote. Il paraît que Martine Aubry n'hésite pas à vous envoyer un texto pour râler quand elle ne peut pas avoir une place dans son train. Donc cette exigence vis-à-vis de la SNCF est forte. Merci d'être là avec nous ce matin. Et je passe maintenant la parole à notre ami Vincent Beaufils. Eh bien, merci pour cette introduction. Donc, et puis bonjour à vous tous. Et puis merci Guillaume de passer cette heure ensemble, qui est comme d'habitude rythmée par quelques questions d'actualité. On entrera dans les affaires, les bonnes affaires de la SNCF et du groupe, hein, puisqu'effectivement, Emmanuel l'a rappelé, il n'y a pas que les trains. Et puis, nous terminerons avec, après les questions de la salle, sur une séquence un petit peu plus personnelle, comme on fait toujours ensemble. Alors, l'actualité ce matin, c'est en ouvrant Le Figaro, plutôt les pages roses. Dans la première des pages roses, je lis « La SNCF se montre généreuse pour se faire pardonner ses retards ». Alors, cher Guillaume, il y avait donc beaucoup à te faire pardonner pour que tu te montres généreux. D'abord, bonjour à tous et merci de votre présence et merci aux partenaires qui organisent ce petit déjeuner. Non, moi je trouve que la partie la plus difficile du job, c'est le SNCF bashing où un collègue anglais disait l'autre jour à Londres « Train bashing is a national sport in UK ». Et je lui ai dit « mais non, pas in UK, en France aussi, en Allemagne aussi ». Bon voilà, on vit dans ce climat-là. Pour revenir un peu à cette idée, en fait ce que nos clients nous disent aujourd'hui, c'est que l'essentiel de la relation qu'ils ont avec leur transport, c'est la question de la confiance. Et on a pensé qu'il fallait avoir un temps d'avance par rapport par exemple à l'aérien ou par rapport aux autoroutes ou par rapport aux bus et dire aux gens désormais, dans les trains intercités ou dans les TGV, il y a une règle absolue, c'est que vous serez toujours indemnisé en cas de retard. Donc on ne parle plus de suicide, on ne parle plus d'intempéries, on ne parle plus de problèmes extérieurs, etc. On dit, voilà, si jamais il y a un retard, dans tous les cas, de plus de 30 minutes, dans tous les cas, vous êtes indemnisé. Et cette règle-là, bon, elle va être coûteuse, hein, parce que par définition, je crois que ça va augmenter de 50% les gens qui vont bénéficier d'une indemnisation. Mais c'est ça représente globalement plusieurs dizaines de millions, mais il faut comprendre que derrière ça, ça crédibilise le train comme étant la bonne solution en Europe. Et donc c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Alors, deuxième sujet, à la une du Parisien cette fois, à propos de la nouvelle vignette que, chers amis, nous allons avoir tous à mettre sur nos pare-brises. Merci Madame Hidalgo. Et vous l'avez, votre vignette. Nous aurons donc tout cela en fonction de l'ancienneté de notre voiture. Alors, je pense que quand on s'occupe de train, c'est quelque chose qui ne laisse pas indifférent. C'est peut-être un cadeau béni de Madame Hidalgo pour le train. Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'elle en fait trop, notre Sainte-Anne de l'essence sans diesel? Non, mais c'est vrai qu'il y a un débat aujourd'hui entre les Parisiens et un débat super clivant hein, sur cette question-là. Bon, est-ce qu'on est pour, individuellement et collectivement, viser, au fond, la disparition de la voiture en centre-ville? C'est ça la question. Elle s'y prend d'une certaine manière qu'elle assume en disant je dissuade. Bon, puis dissuader, on voit bien ce que ça veut dire dans notre vie quotidienne. Il y a d'autres villes qui ont été plus radicales. Hein. Par exemple, Oslo s'est donné pour objectif, dans une dizaine d'années, de faire disparaître la voiture du centre-ville. Mais ce qui est intéressant dans le projet d'Oslo, c'est que une fois que la décision politique est prise, le sujet, c'est comment réunir les conditions pour que ça soit supportable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait sur le transport public, qu'est-ce qu'on fait sur le parking, qu'est-ce qu'on fait sur la logistique, surtout la logistique, hein. Comment on approvisionne les magasins, comment les entreprises peuvent continuer à rester en centre-ville. Bref, ces questions-là, c'est celles-là qu'il faut adresser aujourd'hui. Il y a un très bel exemple sur les transports collectifs qui est donné par ma collègue Elisabeth Borne, qui est patronne de la RATP. Elle dit, s'il n'y avait pas le RER A, le RER Est-Ouest, qui est le plus critiqué, bondé, retard, etc., il faudrait, dans Paris, une autoroute à 30 voies dans chaque sens pour remplacer le RER A. Une autoroute à 30 voies dans chaque sens.
Bon, ça donne la mesure de ce qu'il faut faire si le projet est bien celui de faire disparaître dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans la voiture du centre-ville. Alors toujours sur le même sujet, est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop loin? Il y a dans l'IB aujourd'hui un supplément sur la voiture électrique. Alors la voiture électrique, c'est pas ton sujet vraiment, encore que ça reste un petit peu proche. Mais le train est déjà électrique, largement. Oui, mais alors pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est qu'en fait, il y a surtout un projet de bus électrique, et c'est plus qu'un projet, puisque je croisais le patron de Keolis, une entreprise dont... Il doit être dans la salle, Jean-Pierre Farandou. Oui, dont la SNCF est actionnaire, c'est que la SNCF contrôle, et il me disait, mais cette réglementation qui nous impose à partir de 2020 de commander la moitié de nos bus électriques, et à partir de 2025, 100% des bus électriques, c'est complètement dingue en raison du prix des bus électriques. Là encore, est-ce que la loi de transition énergétique qui impose ça, c'est gravé dans le marbre, personne ne s'en est rendu compte, est-ce qu'on ne va pas trop loin, notamment en matière de coûts de transport? Non, moi je ne crois pas. Dans cette question, il y en a deux. Il y a la question industrielle, c'est-à-dire, est-ce que pour faire des bus électriques, des camions électriques, c'est les Chinois qui vont gagner parce qu'ils ont toujours de l'avance, ou est-ce que l'industrie européenne va être capable d'être présente sur le marché? Ça, c'est la question un peu angoissante. Bon. Parce que des bus électriques, des camions électriques, il commence à y en avoir, mais ils sont chinois. La question principale, c'est effectivement, est-ce qu'on est capable d'inventer des nouveaux modes de transport? Et ce qui est très rassurant, puisqu'on citait Keolis, c'est Keolis avec Bruno Bonnel, qui a inventé le concept, et qui est un type tout à fait extraordinaire, vient de lancer, pour la première fois en France, une navette de transport collectif. Donc on va dire, alors, c'est pas un bus tout à fait, c'est pas un train, c'est une navette électrique, autonome, donc les deux, électrique et autonome, en partenariat avec la ville de Lyon, et qui permet dans Lyon-Confluence, 24 heures sur 24, de faire circuler un mode de transport totalement non polluant, à un coût qui est évidemment défiant toute concurrence, mais ce qui est génial, c'est que ce n'est pas en site propre. C'est-à-dire il n'y a pas une sorte d'autoroute spéciale avec au milieu un fil électrique conducteur. C'est une navette autonome. Et quand on la voit sur les quais de Confluence, la navette, quand elle voit un vélo ou une poussette, elle se décale ou elle ralentit. Lorsqu'elle voit un réverbère, hop, elle fait le détour. Bref, c'est la Google Car du transport collectif, et on est persuadé avec Jean-Pierre Farandou que ça a un énorme avenir dans les zones d'activité pour les entreprises, sur les parcs des expositions, pour rejoindre les grands ensembles avec des stations de transport collectif. Et encore une fois, ça marche dès aujourd'hui, et c'est en France. Alors je vais terminer avec un papier de l'opinion qui est assez marrant à propos de la grève de Lufthansa, puisque effectivement ça fait 4 jours que nos amis allemands sont en grève. Lufthansa, le modèle allemand, a du plomb dans l'aile, dit l'opinion. Alors on ne parle pas de Lufthansa, mais toi, ton concurrent, c'est Deutsche Bahn. Est-ce qu'il arrive que Deutsche Bahn soit en grève, ou est-ce que c'est une spécialité des trains français? Là, on est vraiment dans l'autoflagellation française, comme s'il n'y avait pas de grève en Allemagne. Et c'est marrant, si je puis dire. Cette grève de Lufthansa, elle est le miroir de ce qui se passe aussi chez nos collègues de la Deutsche Bahn, c'est-à-dire que l'Allemagne est aussi victime d'une sorte d'hyper-corporatisme qu'on ne voit pas, nous, de façon lucide. Et alors ça, on le voit un peu Air France avec les pilotes, mais c'est exactement la même chose en Allemagne, aussi bien dans les avions que dans le train. Et donc le sujet, il est vraiment autour de est-ce qu'on accepte que ceux qui sont en cabine, entre guillemets, de conduite des modes de transport puissent, ad vitam aeternam, avoir un rapport de force qui leur permet régulièrement de revendiquer et d'avoir satisfaction sur des motifs qui sont des motifs, entre guillemets, de métier. Et en Allemagne, il faut se rassurer ou s'inquiéter, ils ne sont pas meilleurs qu'en France. Bon. On est rassuré, je ne sais pas si... Ou s'inquiéter, Oui. Ouais, plutôt s'inquiéter. Bon. Pour rentrer dans le business de la SNCF, rien de mieux que de regarder ses résultats. On parle beaucoup des grèves, on ne parle pas beaucoup chiffres avec la SNCF. Et donc, je retrouvais effectivement, au moment où
tu as annoncé tes résultats semestriels pour 2016. Un tableau, bon, TGV, chiffre d'affaires, moins 1,7%, Intercité, moins 8,2%, TER, moins 4,3%, je parle toujours en chiffre d'affaires, fret, moins 6,5%. On croirait quasiment des chiffres d'un groupe de presse. Hein, avec, y a que le, pas challenge, enfin. On va pas plastronner. Le seul aspect positif, c'est le Transilien qui a plus 7%. Quand effectivement on a des chiffres comme ça dans 4 de ces 5 branches-là, il en faut du courage pour garder la pêche comme tu l'as. Non, d'abord, il faut baisser les coûts, baisser les coûts, baisser les coûts. Et si on résume notre stratégie aujourd'hui, c'est très simple, hein, c'est baisser les coûts pour pouvoir faire baisser les prix. Il n'y a pas d'autre stratégie. Mais si je reviens un instant sur l'année 2016, 2016, c'est un peu le perfect storm, puisqu'il y a à la fois les grèves auxquelles Emmanuel Chin a fait allusion tout à l'heure, 24 jours de grève, c'est sans précédent depuis 7 ou 8 ans. Ensuite, il y a les attentats. Et les attentats, pardon de le dire parce qu'il doit y avoir des collègues de ces secteurs-là, mais c'est la même chose dans les transports, à Air France, à la SNCF, dans les grands magasins, dans les hôtels. Et ça ne se dit pas parce que tout le monde dit qu'ils performent mieux que le marché. Mais quelle est la réalité? Mais la réalité, c'est que les attentats à Paris et à Nice, ça signifie en gros plus de moins 10% de fréquentation. Donc, l'année 2016, sur le plan du chiffre d'affaires, il manquera en gros 800 millions, 900 millions d'euros par rapport à ce qu'on espérait, à la fois du fait des grèves, surtout des attentats, et puis aussi la baisse du prix du pétrole qui fait que la voiture paraît un peu moins chère qu'il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, les nouvelles positives, hein, c'est d'abord qu'on est le 2e mondial avec 32 milliards de chiffre d'affaires, qu'on sera dans le vert cette année, parce qu'il y a une discipline financière à la SNCF qui est extrême sur tous les sujets. Bon, c'est très dur, mais il y a une très grosse, encore une fois, discipline financière, y compris sur le cash. Et puis, l'autre aspect positif, c'est qu'en dépit de ça, on a investi comme jamais pour préparer l'avenir. Alors, on investit d'une certaine façon à contre-cycle. C'est pour ça qu'on est public. Si on était privé, on aurait abattu nos investissements de 500, 600, 700 millions. Mais étant donné qu'on appartient à tout le monde, y compris dans cette salle, on a gardé un investissement sur l'avenir qui est impressionnant. Hein. En gros, on a investi 6 milliards d'euros, c'est-à-dire entre 20 et 25% du chiffre d'affaires, dans une année comme celle-ci. Alors 2017 se profile, et se profile avec des bonnes nouvelles, qui sont l'ouverture de lignes TGV. Mais je dis des bonnes nouvelles, encore que, parce qu'on a le sentiment, notamment avec l'ouverture de Bordeaux, que tu vas avoir trop de trains, et donc avec ce bel outil, tu vas perdre de l'argent, en tout cas tu t'y prépares. Est-ce qu'il faut se réjouir de ce TGV, ou est-ce qu'il faut s'en inquiéter de ces nouvelles lignes de TGV? Alors bon, sur 2017, c'est un bouleversement de la géographie, hein. Comme en 81, la création du TGV entre Paris et Lyon, puisque le Bordeaux-Paris 2 heures, on gagne 1 heure sur toutes les villes au sud de Bordeaux, Toulouse, Bayonne, Biarritz. Et puis du côté de Rennes, on passe de 2 heures à 1h25. Et on en parle moins, mais pour la Bretagne, c'est une complète révolution, puisque Paris-Brest, Paris-Quimper, c'est 3 heures, et ça veut dire que Rennes est exactement au milieu entre Paris et le Finistère. Donc c'est une révolution pour la Bretagne, parce que ça va accrocher la Bretagne au réseau à grande vitesse. Donc en ça, c'est une super bonne nouvelle. Et je pense que Bordeaux, c'est un nouveau Paris-Lyon. Donc ça va vraiment, pour les acteurs économiques qui sont dans l'ensemble de la moitié est du pays, c'est une nouvelle géniale. Ça permet des allers-retours dans la grosse demi-journée, comme on fait aujourd'hui avec Lyon. Et pour les comptes de la SNCF? Une cata. Une cata parce que ça a été monté par un système concessif qui fait qu'à la fin, le chiffre d'affaires généré est à marge négative. Voilà, c'est tout. Je l'ai dit 50 fois. Maintenant, je ne le dis plus une 51e ou une 52e parce qu'aujourd'hui, à 6 mois de l'ouverture de cette ligne, l'objectif 1, c'est que le lancement soit réussi. Et c'est pas facile, hein. Il faut bouger les horaires de train de Saint-Malo à Toulouse. Tous les horaires de train, y compris les TER, y compris les trains de fret. Enfin, il faut
Il faut tout changer sur la moitié ouest. Et puis la deuxième chose, il faut que ça soit un succès commercial. Pour donner un chiffre, il va y avoir dans les deux sens, entre Paris et Bordeaux, 35 000 places par jour. Et pour donner aussi une illustration, à chaque fois qu'il y a un train, et il y en a en gros toutes les demi-heures ou toutes les heures, ce train représente 3 Airbus A320. 3 Airbus A320, toutes les demi-heures ou toutes les heures. Donc vous seriez bien aimable de réserver bientôt vos billets, de faire l'aller-retour tous les jours, d'y aller le week-end, de vous bilocaliser entre Bordeaux et Paris, enfin bref, de faire un peu d'effort. On y pense et on... Par exemple, pour Challenge, ça aurait de la gueule de se mettre à Bordeaux. Hein. Ah, ça, c'est certain, je veux dire. Et puis alors, avec les prix que tu vas nous faire, ça va faire des allers-retours très bon marché. Good price, my friend. Oui, good price, very good price. D'autant plus que j'ai cru comprendre que le low cost en TGV marchait super bien. Oui, ça nous amène un peu au sujet de la concurrence qu'évoquait Emmanuel il y a un instant. Hein. Notre obsession avec Rachel ou avec Picard qui est là ou avec Florence Parly, c'est de se dire, avec la concurrence qu'Air France a connue depuis une quinzaine d'années, quel est le virage à pas louper? Notre analyse, c'est que le produit qu'on appelle le flag carrier, donc Air France ou TGV, c'est en fait un produit premium. On s'en rend plus compte tellement on est habitué. Mais faire Paris-Bordeaux en 2 heures, avec 8 milliards d'investissements à la clé, si ce n'est pas du premium, alors c'est quoi le premium? Donc c'est du premium. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens pour lesquels le temps a moins de valeur que l'argent. Et ça représente une partie importante de nos clients qui disent, écoutez, moi, c'est super le premium, je le prendrai peut-être de temps en temps, mais si je donne un billet de train à mes gamins, si on part à 5 ou 6, si je cherche une bonne occasion du week-end, ben, au fond, je ne suis pas obligé absolument de prendre le produit premium. Je veux bien un produit qui est un best deal. Et les clients nous disent ça, et donc le virage qu'on a pris, et on a bien regardé le cas Air France, hein, qui n'a pris ce virage que très récemment, le virage qu'on a pris il y a 2 ou 3 ans, c'est de se dire il doit exister une gamme low cost. Une gamme low cost forte et assumée. Et dans cette gamme low cost, il y a 3 produits. Il y a du TGV, ça s'appelle Ouigo. Il y a du bus, ça s'appelle Ouibus. Et il y a la location de voiture qui s'appelle Ouicar. Et à chaque fois, on dit aux gens, sans rien sacrifier de la sécurité, sans rien sacrifier, etc., on baisse les coûts de façon à vous proposer des prix cassés. Et cette gamme-là, elle va se développer. On pense qu'elle va sans doute atteindre 25 ou 30% de l'offre. Globalement, de l'offre que la SNCF va proposer, en fait. À terme, moi, je pense que oui. Bon. Et aujourd'hui, la manière dont fonctionne donc Ouibus, cette réponse de la SNCF à l'ouverture du marché par les fameux cars Macron, est-ce que c'est une activité dont tu es satisfait et est-ce que tu es satisfait de la rentabilité qu'on dit extrêmement pauvre ? Dans un lancement d'un nouveau mode de transport comme les bus, hein, ça s'est passé de la même façon partout, en Allemagne notamment. Au début, c'est un peu un bain de sang. Hein. C'est un bain de sang parce que tout le monde se lance, les prix sont juste complètement irréalistes, et puis peu à peu, le marché il va se structurer. Et en France, il va se structurer autour de 3 acteurs. Il y a un acteur allemand qui s'appelle Flixbus, qui a un modèle qui consiste à reporter sur des petits transporteurs les pertes. Donc Flixbus, c'est une plateforme de commercialisation. Et puis les pertes, c'est pour les autres. Donc c'est un modèle assez hard, mais assez puissant. Et puis il y a 2 acteurs français. Nous, on est leader avec Flixbus, Ouibus, et puis notre collègue Transdev avec EasyLines. Bon. Ce qu'on pense, moi je pense 2 choses. Je pense, que ces bus, ils correspondent à un vrai besoin. Il y a des gens qui ne se déplaceraient pas si on ne leur faisait pas des offres qui sont de l'ordre de 10 €, 15 €. Quand vous faites pour 15 € ou 18 € un Paris-Londres, vous ne pouvez pas le faire autrement. Vous avez 9 heures de transport pendant la nuit, vous dormez, mais si vous n'aviez pas cette offre, vous n'iriez pas à Londres. Et il y a des tas de gens qui ne se déplaceraient pas entre Paris et Londres. Maintenant, sur le plan éco, encore une fois, les prix vont remonter, comme dans tous les modes qui se créent, les prix vont remonter, ils vont se stabiliser pour que ça soit
ça soit à marge positive, mais il faudra peut-être encore, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, 18 mois. Tu évoquais tout à l'heure Wicar, donc un service de mobilité totalement nouveau pour SNCF. Quand est-ce que tu fais appel comme ça à des startups qui ont été rachetées? Quand est-ce que l'innovation est développée au sein même de la SNCF? Il faut peut-être d'abord revenir 10 secondes sur la stratégie. C'est-à-dire que le train, ça reste la colonne vertébrale parce qu'on croit au train. Ça a des avantages incroyables en termes d'énergie, en termes de gaz à effet de serre. Et de ce point de vue-là, moi, je réclame qu'un jour, dans les modes de transport, il soit obligatoire de dire quel est l'impact en termes d'émissions carbone des modes de transport. On n'est pas tous égaux. Et il faut que les gens le sachent. Il n'y a pas que le prix en euros. Il y a aussi l'impact sur l'environnement. Donc, on croit au train, mais depuis 7 ou 8 ans, ce qu'on a décidé avec l'équipe de direction, c'est que notre métier changeait. Et notre métier aujourd'hui, c'est d'avoir des solutions de logistique et de mobilité. Solutions de logistique. La logistique, c'est 1/3 du groupe et probablement demain ou après-demain, la moitié du groupe. En gros, il faudrait que la logistique fasse 15 milliards et le passager 15 milliards pour que le groupe soit bien équilibré entre ces deux métiers, un métier pour les entreprises et un métier pour le public. Et donc, notre métier, c'est les solutions de mobilité. Donc, d'une certaine façon, on est une plateforme intégratrice de solutions pour les entreprises comme pour les particuliers. Et dans ce cas-là, pardon d'avoir rappelé cette stratégie, c'était un peu long, mais il faut être capable d'intégrer tous ces nouveaux services. Il y a 2 cas. Il y a le cas où on fait un partenariat industriel, genre partenariat industriel avec le Vélib ou l'Autolib. Et puis il y a le cas où on pense que nous-mêmes, on doit exercer ce métier. On l'a fait donc pour le bus. On l'a fait avec Wicar et Marion Carrette pour la location de voitures entre particuliers. Mais en rachetant sa start-up. En rachetant, et on l'a fait avec Benjamin Cardozo, avec le CAB. Mais la règle absolue, pardon de le dire vulgairement, mais on leur fiche la paix. Ils ont créé leur boîte. C'est des gens incroyables parce qu'ils sont vraiment partis de rien. Il est hors de question de les intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise. Ils font partie de l'offre, mais ils ont un business plan qui leur est propre. Ils sont d'ailleurs toujours au capital. Et c'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça qu'on a réussi voyagesncf.com. Voyagesncf.com est créé en 2000, l'année de l'arrivée de Google en France, comme une filiale. Et aujourd'hui, c'est le premier acteur loisirs, tourisme, voyage. Alors, tu évoquais la logistique qui doit grossir et être autant que le passager. La logistique, c'est d'abord le fret. Je donnais des chiffres qui étaient pas très bons tout à l'heure, avec une chute de chiffre d'affaires de 8% qui, elle, avait, je pense, peu à voir avec les attentats. Mais c'est là-dessus aussi que le fret, on voit les difficultés d'exercice de la concurrence, puisque c'est un secteur qui est totalement ouvert à la concurrence. Et je voyais dans un excellent journal, Challenge pour ne pas le nommer, quand on compare la SNCF et tes concurrents privés, eh bien, par exemple, il y a 126 jours de repos à la SNCF et 104 chez tes concurrents privés. Cette distorsion des conditions sociales, tu as essayé de la modifier et tu n'y arrives pas. Comment est-ce qu'effectivement on peut arriver à cet objectif d'être tellement présent dans le fret et dans la logistique avec des semelles au pied de plomb comme celle-là? Là-dessus, Emmanuel Chin a absolument tout dit dans sa présentation. Je ne vais pas redire ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Ce qu'il faut, c'est rebondir. Et je voudrais dire un mot sur la logistique, parce qu'on en parle peu souvent. La logistique, ce n'est pas d'abord le fret ferroviaire. Le fret ferroviaire, c'est super, mais c'est 1,5 milliard sur 10 milliards. Donc 80% de notre activité de logistique, et Pierre Blaillot, qui en était le président, est là, c'est une activité française, mondialisée, dans un monde dans lequel les concurrents sont soit allemands, soit américains. On est le plus gros français depuis que Norbert d'Entresangles a été vendu, Maury a disparu, etc. C'est un bain de sang, ce secteur. Donc nous, la logistique, c'est un secteur auquel on croit. C'est indispensable d'avoir un grand acteur français de la logistique pour les groupes français. Sinon, concrètement, ça veut dire que la logistique des entreprises françaises, elle sera allemande
ou américaine. Et dans 5 ans ou dans 10 ans, on verra ce qui se passe. Donc ce métier-là, c'est un métier de freight forwarding, c'est un métier de logistique contractuelle, c'est le métier, en gros, de logisticien de la mondialisation. Et ce métier-là, je l'ai dit il y a quelques semaines, je le redis devant vous, c'est un métier d'avenir auquel on croit et dans lequel on va continuer à investir. Bon, mais sur ma question sur le fret français, pardon de m'intéresser qu'à 1,5 milliard de chiffre d'affaires, mais c'est représentatif comment on fait quand on a 20% de coûts plus élevés que ses concurrents. Alors, sur le fret ferroviaire, j'en dis 2 phrases parce que c'est un sujet qui pourrait nous retenir des heures, hein. Je vais prendre l'exemple de notre concurrent privé. Notre concurrent privé, il s'appelle ECR ou Europort. L'un est filiale de la Deutsche Bahn, l'autre est filiale d'Eurotunnel. La filiale privée de la Deutsche Bahn a accumulé en 10 ans d'activité en France 200 millions d'euros de pertes. 200 millions d'euros de pertes. Ils n'ont pas le statut, ils n'ont pas le système de retraite, ils n'ont pas l'État comme accès. 200 millions d'euros de pertes. Et aujourd'hui, ils s'apprêtent, dit la presse, à prendre des mesures concernant leurs effectifs. Ça veut donc dire que le problème du fret ferroviaire en France, ce n'est pas un problème SNCF, c'est un problème de concurrence entre le modèle français qui est le modèle du tout camion, alors qu'il existe en Europe d'autres modèles, en Suisse, en Autriche, il existe des modèles mixtes dans lesquels le pays décide qu'il y a une part sur le train, une part sur la route. Alors, maintenant qu'on est dans ces sujets un peu compliqués de convention sociale, de travail avec les syndicats, je voudrais reprendre une citation que tu as dite un jour, que la SNCF... Non, c'est toi, oui, qui dis ça. Aïe, je crains le pire. La SNCF, c'est une armoire normande, très lourde et très haute, dont il faut s'assurer que toutes les roulettes sont bien alignées dans le même sens pour la faire bouger. Dire toi qui as une telle c'est toi qui as dit ça. Hein. Je pense que c'est Pauline. Ça pourrait être une citation de challenge. Ça. Voilà, ça pourrait être ça. Pourrait être dire, Pauline d'Amour qui est ici a sans doute recueilli de bonnes sources cette comparaison. Comment on transforme une armoire normande? Transforme et transporte d'ailleurs. Bon, je renie pas cette image. Elle est un peu hard, mais bon, c'est pas mal les armoires normandes. D'ailleurs, de temps en temps on les bouge, mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que mon métier, c'est un métier de chef d'entreprise. Et Louis Gallois a fait 10 ans, moi j'aurais fait, j'espère, 10 ans. Quand on s'occupe de cette entreprise, il faut de la ténacité et de la durée et de la constance. Parce que c'est un groupe qui est gigantesque, on l'a dit, 260 000 personnes, dont la moitié de cheminots et la moitié de non-cheminots, 32 milliards, dont un tiers hors de France dans 120 pays, et on n'est pas un pur player puisqu'on fait 6, 7, 8 métiers. On fait même le métier d'ingénierie dans lequel on a 6000 personnes. Donc c'est vrai que pour faire évoluer l'entreprise, il faut prendre de l'élan, si je puis dire, il faut aligner tout le monde, et puis il faut des équipes qui sont des équipes, on va dire, extraordinairement manageuses. Je pense que la première qualité de l'équipe que j'ai la chance d'avoir, c'est d'avoir des gens qui sont d'excellents managers. Parce qu'il faut, à tout moment, dans les boîtes publiques, c'est Jean-Paul Bailly qui en a fait un peu son marque de fabrique, hein, à tout moment, il faut remettre le sens, la direction, expliquer pourquoi. Dans ce genre d'entreprise, c'est pas parce que le patron dit un truc que les salariés soit le font ou sont convaincus. On n'est pas chez LVMH, hein. Donc concrètement, ça veut dire que les gens, ils exercent réellement leur intelligence pour savoir si la direction qui est donnée leur paraît la bonne, quel est leur degré d'engagement, comment ils vont réussir. Donc oui, c'est ça la difficulté. Alors tu mets donc toutes les... Pardon pour LVMH que je ne critique pas, mais je dis que voilà... ça va peut-être plus vite. Ça va peut-être oui, ça va peut-être voilà. Peut-être un peu plus facile, j'en sais rien. Oui, c'est pas Armand Normande en tout cas. L'Armand Normande est bien positionné, tu l'as fait bouger un peu, puis paf, là, veut dire, il y a un moment donné où tu as ton ministre de tutelle qui se met de l'autre côté, avec ses deux mains, là, il empêche qu'elle bouge. Je fais référence à sa décision de te bypasser dans le dernier conflit social. Dire comment on vit ça quand on est manager, qu'on croit au changement qu'il faut faire, qu'on met tout son état-major en position de bouger, et puis que tu as un ministre qui dit bah non, on bouge pas. Alors je sais que dans ce petit déjeuner, on a droit à un joker.
Donc je sors J'ai mon jamais joker. vu ça, j'ai jamais vu ça. Si C'est les une autres règle, ont Emmanuel. témoigné, je sors mon joker. Voilà. C'est un sujet sur lequel depuis 6 mois, j'ai jamais fait un seul commentaire, un seul. Vous les avez fait d'ailleurs pour moi, et je vous remercie. Vous les avez fait pour moi, et d'ailleurs Emmanuel vient de les refaire, donc c'est pas la peine que je dise la même chose qu'Emmanuel en moins bien. Non, ce que je voudrais dire sur l'État, c'est que l'État, on sait pas qu'en France, hein, l'actionnaire public, son problème, c'est le long terme. L'actionnaire public a un mal fou à se situer dans une perspective autre que celle du très court terme. Il se dit « je veux être stratège », mais il a de plus en plus de mal à l'exercer. Et on y est tous un peu pour quelque chose. Je voudrais prendre l'exemple de l'affaire Alstom. J'allais t'en parler, bien sûr. Ouais, Henri Poupart-Lafarge annonce la fermeture d'un site industriel et le transfert des emplois de Belfort à Reichshofen. Personne n'écoute ce que dit Alstom. Tout le monde part à 150 000 à l'heure sur le thème, y compris les médias, y compris l'ensemble du monde politique. On a rappelé qu'Alstom était une boîte qui gagnait de l'argent et qui était bien gérée. Donc, je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien ce que décide Jean-Henri Poupart-Lafarge, mais il prend une décision d'industriel qui est de dire j'ai peut-être trop de sites, je vais avoir moins de sites et je vais transférer un certain nombre d'emplois d'un site A vers le site B. Au lieu que le débat se déroule dans l'entreprise, comme c'est normal, avec peut-être des grèves, des rapports de force avec les syndicats, les salariés, etc., c'est une allumette qui est craquée dans le paysage. Et puis, tout le monde presse le gouvernement d'agir. Ce pauvre gouvernement décide d'agir. À peine a-t-il décidé d'agir que les mêmes se retournent à 100% pour dire en gros c'est nul. C'est absolument pas possible, c'est un scandale, etc. Enfin, donc, attends, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? C'est que on a quand même, c'est peut-être pas que français, mais on a quand même une hyper-réactivité à un certain nombre d'événements qui poussent les politiques à eux-mêmes surréagir et à ne pas se poser avec, à mon avis, la plus grande... Enfin, c'est quoi la question qui se pose sur l'industrie ferroviaire? La vraie question, c'est on a une super boîte qui s'appelle Alstom, qui vend énormément à l'étranger. La bonne question, c'est de se dire qu'est-ce que notre pays, la France, en retire comme création de valeur? Est-ce que c'est le centre de recherche? Est-ce que c'est l'ingénierie? Est-ce qu'on y fabrique des pièces qui sont des pièces très particulières? Autrement dit, quelle part française dans le gigantesque succès mondial d'Alstom? Ben ça, ce débat-là, il n'a pas pu apparaître. Est-ce qu'il est vrai au passage, sauf dans Challenge, où on disait, et tu vas me le confirmer ou pas, que la SNCF achetait ses trains Alstom 15% plus cher que toute proposition qui était faite par un concurrent? Faux, complètement faux. Bon, en tout cas, tu iras voir tes autres complètement faux, ça fait partie des contes et légendes de l'autoflagellation française. Bon, autoflagellation française, arrêtons-nous quand même une seconde et ensuite on va passer la parole à la salle. Tu dis, ouais, alors tous les médias sont tombés sur la résolution du plan Alstom, le fait qu'on se glorifie que le site de Belfort continue, 500 millions de commandes supplémentaires. Tu te retrouves avec des rames TGV qui vont se balader gentiment à 150 km/h et en plus... les gens bien informés ou qui regardent les comptes ont vu que par ailleurs, tu trouvais que le TGV, tu en avais tellement trop que tu as passé 10 milliards de provisions pour déprécier ses actifs. C'est quand même d'une contradiction totale. On déprécie les actifs et hop, on s'en reprend. Pourquoi 15 rames supplémentaires? Alors, si je puis me permettre, il y a un mélange involontaire de deux débats. Dans l'affaire Alstom, je n'ai eu aucune pression du gouvernement et d'ailleurs, nous n'avons pas acheté de rames de TGV. Oui, c'est l'État qui les achète. Voilà, pour son compte propre, puisque c'est lui qui est l'autorité organisatrice. Donc je n'ai eu aucune pression. Il faut quand même le dire, parce qu'évidemment, tout le monde, avec l'esprit collectif qui est le nôtre, imagine que le président de la République m'a convoqué pour me dire tu vas acheter ceci ou tu vas acheter cela. Bon, sur le modèle économique du TGV, alors ça c'est un débat intéressant. Le TGV, ça reste un formidable succès commercial qui va encore s'amplifier avec ce nouveau TGV qui s'appelle l'Océane, vers le sud-ouest, et l'Armorique vers la Bretagne. Ça va être un succès commercial formidable. Ça va encore une fois changer le déplacement. Le problème, ce n'est pas le succès commercial. Le problème, c'est le fait que le TGV, par ailleurs,
ces comptes financent des tas de choses qu'ils ne devraient pas financer. 2 exemples. C'est le TGV qui finance la rénovation des voies, y compris les voies normales. Et 2e exemple, c'est le TGV qui finance le déficit des trains corail. Donc on fait peser sur TGV des charges absolument incroyables. Et enfin, il y a un problème français, et ça je ne sais pas si on pourra le résoudre. Moi j'ai essayé, j'y arrive pas. Et ça c'est un truc angoissant, c'est le fait que quand vous allez au Japon, le Shinkansen, il roule à 300 ou 320 km/h entre des très grandes villes, puis il fait la navette. En France, parce que tout le monde adore le TGV, c'est devenu le TGV à tout faire. Il y a 183 stations TGV en France. Et évidemment, quand vous envoyez un train qui a 550 places dans une station où il y a 12 personnes qui montent et 12 personnes qui descendent, vous espérez quand même pas que ça va être rentable. Et donc ce qu'il faudrait qu'on arrive dans ce pays, c'est dire, écoutez, il faut mettre le TGV à sa place, c'est-à-dire c'est une navette incroyable pour aller de centre à centre entre des villes. Les TER qui sont devenus super modernes grâce à l'investissement des régions, ça sert à faire la desserte complémentaire. Et puis la desserte urbaine, elle est faite par Keolis ou par les RER, mais il faut remettre chacun à sa place. Non mais juste un truc, est-ce que tu nous diras quand même que faire circuler des TGV à 150 km/h, c'est une absurdité entre je ne sais pas jusqu'à Toulouse, etc., ou sur la voie sur laquelle il a été prévu après l'affaire Alstom? C'est une décision, de l'État. L'État est mon actionnaire. On dirait non, ça c'est un deuxième joker. Là, tu n'as eu droit qu'à un seul joker. Donc tu dis la vérité sur faire circuler un TGV à 150 km/h maxi. Vous l'avez dit, chacun d'entre vous peut le penser. Encore une fois, moi, mon métier, c'est quoi? Je ne suis pas commentateur politique et je ne suis pas homme politique. Mon métier, je suis chef d'entreprise. Quand mon actionnaire prend une décision qui le concerne, puisque c'est lui qui achète sur son compte propre du budget de l'État des rames de TGV, je ne suis pas payé comme chef d'entreprise à critiquer ou louer les décisions de l'actionnaire. Bon, alors comme contribuable, quelle serait ta réponse? Comme contribuable, il y aurait beaucoup à dire, mais pas que sur ce sujet, tu vois. Il y aurait beaucoup à dire. Allez, mais on est en pleine campagne.